Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à un test de matériel en compagnie d'Aurélien, que vous avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne. Salut. Voilà. Et en compagnie d'une bonne bière, puisque la loi Evin n'ayant pas lieu d'être sur internet pour l'instant, on en profite. C'est ça. Donc on vous rappelle, l'abus d'alcool nuit dangereusement à la santé, tout ça, mais une petite bière fraîche en fin de journée après avoir pas mal bossé, c'est toujours sympa. Et local. Et local en plus, effectivement. Exactement. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un truc pas du tout local. Non, celui-là, non. Puisque c'est le Galaxy Note 9 que Aurélien s'est acheté puisque son Galaxy S7 a décidé de rendre l'âme. Exactement, il a décidé, tiens, je me rallume plus. Hop, Voilà. Et donc, on s'est retrouvé à se dire que c'était l'occasion de vous faire un petit test puisqu'il n'était pas sorti il y a très très longtemps et que ça pourrait peut-être vous permettre d'avoir un test, on va dire, un petit peu plus indépendant que les trucs mainstream qu'on peut trouver. C'est ça. Il est sorti il y a un mois à peu près, donc. C'est ça. Du coup, moi, je l'ai quasiment eu à la sortie. Voilà, pour faire un petit rappel du téléphone, c'est quand même catégorie phablette avec une dalle de 6 pouces 4. Donc ça commence à faire un peu de place, hein. Ouais. Pour avoir eu mon Z Ultra de chez Sony à l'époque, qui était le seul à faire cette taille-là. Il était déjà bien grand, lui. C'est ça. Là, l'avantage, c'est que sur les écrans maintenant, ils arrivent à faire du borderless que les Sony n'arrivaient pas à faire à l'époque. Ouais. On a des choses qui sont beaucoup plus faciles à faire tenir dans une poche qu'à l'époque du Z Ultra. Ouais, c'est vrai que l'écran est énorme, mais vu que les bords sont petits, il fait pas si grand que ça. Puis on a commencé à s'habituer à des tailles de 6 pouces et plus. Aussi. Après, on a l'écran qui est un Infinity Display depuis le S8 ou le S9. Donc l'Infinity Display, pour rappeler pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est le 18/9 en fait. C'est les fameux ratios d'écran beaucoup plus allongés que la normale. Oui. Qui sont un petit peu plus panoramiques que l'image standard d'une télévision par exemple. C'est ça. Après, on a une définition qui va jusqu'au QHD+. Mais qui n'est pas mis de base sur le téléphone. Puis on avait déjà eu ce déballage sur je sais plus quel test de téléphone, c'était peut-être mon OnePlus 6 ou quelque chose comme ça. Ouais. En tout cas, à mon sens, sur des dalles de cette taille-là, c'est pas de toute façon une nécessité. Parce que même avec un affichage équivalent 1080p, on est déjà sur quelque chose qui est suffisamment précis pour pas voir les pixels et pas avoir besoin de beaucoup plus, quoi. C'est une définition intermédiaire entre le Full HD et celle-ci. Je crois que c'est du 446 pp au lieu du 516 au maximum. C'est largement suffisant. C'est déjà pas mal. Moi, j'ai toute la taille des polices et tout qui est tout au minimum et c'est très lisible. Ouais, voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas à dire. Bon, ils sont IP68 comme tous les hauts de gamme de chez Samsung. Donc ça, pour le coup, je vous rappelle... le petit i en haut qui va vous mettre ce que c'est que la gamme IP si vous ne savez pas exactement comment ça fonctionne. Voilà, pas encore testé avec le mien. Tu l'as pas encore noyé? Non, je l'ai pas encore noyé celui-là. Mais avec le stylet et tout, je sais pas comment ils se sont débrouillés. Mais bon. T'es pas joueur? Non, là pas encore. Après, depuis le S9, donc là il a un double capteur photo. Donc on reviendra dessus par la suite. Il a aussi une énorme batterie de 4000 mAh, ce qui lui permet de vraiment tenir une bonne journée en bonne utilisation. Et en même temps, effectivement, comme on le disait, si tu l'utilises avec la pleine définition, ça fait quand même tourner pas mal le processeur graphique, parce que ça fait beaucoup de pixels à afficher. L'écran est assez grand, même si c'est de l'OLED, ça va consommer quand même un peu. Voilà. Le processeur, il est quand même costaud, donc il doit consommer quand même un peu aussi. Enfin, voilà, donc en même temps, il faut une grosse batterie aussi sur ce genre de truc. On a 6 Go de RAM, des choses comme ça. Il faut quand même pouvoir alimenter tout ça et pouvoir tenir correctement sans être à la demi-journée, quoi. Mais il tient bien la journée, ça c'est vrai que c'est agréable. Mon ancien, le S7, à la fin de journée en rentrant du boulot, j'avais quand même la batterie à brancher. Là non. D'accord, ok. Et puis nouveauté sur le Note 9, le stylet a une petite batterie et connecté en Bluetooth. Donc ce qui permet de 3 utilisations qui peuvent être utiles par la suite. Mon ressenti dans l'utilisation courante de tous les jours, là c'est un téléphone qui est vraiment tout neuf, donc est très puissant. On est dans le haut de gamme de chez Samsung au niveau processeur.
Ils sont dans ce qui se font de mieux. En sachant que là, donc, sur les versions européennes, on est sur des versions Exynos, pas sur des versions Snapdragon. Voilà. Faut le savoir. Même si en général, il y a très peu de différence de puissance entre les deux, il faut quand même savoir que là, c'est vraiment le processeur maison de Samsung et pas le processeur fourni par Qualcomm comme sur les versions américaines. C'est ça. Moi, je rencontre rarement de soucis de fluidité. Le changement d'une appli à une autre se fait super bien. On a fait un petit test d'ailleurs aussi pour comparer en termes de rapidité avec un Galaxy, n'importe quoi, avec mon OnePlus 5. Donc effectivement, c'est un petit peu plus rapide. Surtout sur le chargement de Pogo en fait, de Pokémon Go, moi ça m'a mis une grosse claque. Les grosses applis, là pour le coup, le jeu il s'est chargé vraiment en 5-6 secondes alors que moi je mets 9 ou 10 secondes sur mon OnePlus qui est déjà plutôt rapide à le charger. Donc, vu qu'on l'a fait séparément, il faudra faire le. C'est ça, je mettrai totalement. C'est ce que, en side by side. C'est ce qu'il avait semblé. Je reviens sur l'autonomie, franchement, qui m'a beaucoup plu. Après, au travail, je le passe en mode économie d'énergie pour éviter qu'il y ait toutes les applis en arrière-plan qui se mettent à jour, tout ça. Ce qui fait que de 8h le matin jusqu'à je sors à 17h, 18h le soir, ce qui fait quand même une bonne amplitude, je suis qu'à 60% le soir. Donc en l'ayant utilisé un petit peu le midi, un petit peu aux pauses, il reste quand même énormément de batterie. Par contre, une fois que j'enlève ce mode économie d'énergie, sinon je suis à une trentaine de pourcents. Ce qui me laisse encore une bonne latitude par rapport au S7 Edge où il y avait un peu moins de batterie, qui me laisse le temps de rentrer. Ensuite, toi, tu as pris la version entre guillemets d'entrée de gamme, si on peut dire ça comme ça, sur un téléphone à 1000 balles. Il n'y a que deux versions. Il y a une version à 128 Go avec 6 Go de mémoire embarquée. Et c'est celle donc 128 Go de stockage, 6 Go de RAM, donc de mémoire vive. Qu'on se trompe pas. Donc là, on est sur le même principe que ce qu'avait fait OnePlus justement avec le OnePlus 5 au départ. Il y avait une version 64 Go, 6 Go de RAM, une version 128 Go, 8 Go de RAM. Oui, ils ont fait un peu la même chose, sauf que les stockages sont à la hausse. C'est ça, là c'est 128 et 512 Go, sachant que le slot où on met la carte SIM, on a le choix entre un dual SIM ou une carte SIM et un... Mais on peut pas faire carte SD et dual SIM, c'est bien ça, il n'y a que deux slots quand même, dont un qui est double usage. En fait. C'est ça. C'est ça, ok. Et je crois qu'on peut remettre jusqu'à des cartes de 512 Go. 512, Donc moi j'ai mis mon ancienne carte de 128 Go. Là. Tu te fais déjà 256 Go, ça te laisse de quoi voir venir. C'est ça. Je suis super large. Ensuite, pour moi c'était un peu une nouveauté sur ce téléphone, n'ayant jamais une note, c'est le stylet. Donc je ne l'utilise pas forcément très souvent. C'est ce que tu me disais en fait. L'usage reste relativement limité par rapport à ton activité. Voilà, après ça va dépendre des usages. En même temps, t'es pas du genre à dessiner beaucoup, t'es pas du genre à faire des croquis ou à des retouches de photos. Non, pas trop. Voilà, par contre, j'ai hâte de le foutre dans les mains de mon père parce que lui, il aime bien dessiner un peu à la tablette et tout ça. Et je veux voir un peu... si c'est vraiment utilisable dans cet usage-là ou pas et comment. Parce qu'il y a quand même un ressenti de la pression et puis les applis pour faire le dessin, on peut choisir différents types de pinceaux, tout ça, les épaisseurs. Donc je suis curieux de voir ce qu'il peut en tirer. Après la prise de notes qui est quand même pas mal. Voilà. C'est de l'écran Always On en fait, et donc tu as juste à sortir le stylet, à écrire sur l'écran qui est éteint, et ça te l'enregistre automatiquement en note. Donc si tu veux te noter un truc que tu as comme ça en idée qui te passe, c'est ça. T'es pas obligé d'allumer, de lancer un truc, de sortir, d'attendre que le clavier soit actif pour machin. Ça, je trouve ça vraiment excellent parce que du coup c'est quasi instantané. On sort le stylet. Et c'est parti, on peut noter ce qu'on veut. Surtout que moi je trouve ça pratique aussi. Parfois au ciné, tu vois les bandes annonces ou des trucs, tu dis tiens, je pense à ça, je vais le noter. Quand tu allumes ton téléphone, ça t'éclaire dans la salle, c'est ultra pas discret. Alors que là, c'est de l'écran noir et comme c'est de l'OLED, il y a zéro rétroéclairage et tu as juste l'écriture en blanc mais qui est très peu lumineuse. C'est ça, normalement, tu as pris des photos et totalement. Je trouve ça vraiment bien. Après, le stylet aussi, étant donné qu'il est connecté en Bluetooth au téléphone, il peut servir de télécommande. Donc, on peut poser son téléphone sur un petit trépied, faire une photo de groupe et prendre les photos avec le stylet à distance. Ça sert de déclencheur sans fil. Voilà, il peut faire défiler les panoramas. S'il y a des applis de musique, ça peut arrêter ou mettre suivant, précédent.
Oui, par exemple, si tu l'utilises en Miracast sur un vidéoprojecteur parce que tu as une présentation d'enregistrer dessus, ça peut te permettre de passer ta présentation tranquillement, etc. Enfin voilà, ça peut avoir des vraies utilités, encore dans un usage plutôt professionnel ou semi-professionnel. Ouais, c'est ça. Après, là, l'autonomie est estimée à peu près une demi-heure ou environ 200 clics. J'ai jamais été jusqu'à là. Et bon, même si on arrive à vider la batterie, apparemment, ça se recharge en une quarantaine de secondes. Ah oui, donc c'est ultra rapide. Il suffit de le remettre dans le téléphone au moment où tu fais 2 phrases de présentation, puis c'est bon, c'est réglé. C'est ça, c'est ultra rapide. Donc bon, problème d'autonomie ne se pose, ne se pose pas trop. Et ensuite, quand on décroche le stylet, on a tout un petit volet en fait qui apparaît, qui s'ouvre pour des applis qui gèrent le stylet, pour prendre des notes, pour une espèce de reminder, pour gérer un peu les rappels. Il y a une appli PenUp qui s'appelle, où justement là c'est vraiment axé dessin, coloriage. Et par exemple, où on a une photo, on voudrait en faire un croquis, on peut du coup mettre la photo en fond d'écran, on choisit un peu la transparence, et après du coup on peut dessiner avec le stylet et utiliser ses doigts pour zoomer et puis faire quelque chose de plutôt précis. Ça c'est bien fait. J'ai pas trop utilisé, mais j'ai regardé et j'ai trouvé ça pas mal. Donc voilà, le stylet, ça peut faire un peu gadget. Mais après, qui peut le plus, peut le moins, quoi. Au pire, ça reste un excellent téléphone si tu l'utilises pas avec le stylet. Oui, et après, voilà, le stylet te rajoute des petites features que t'es pas forcément obligé d'utiliser, mais qui peuvent être utiles, voilà, globalement. J'utilisais mon stabilisateur lundi. Et c'est vrai que avec les mâchoires en fait du stabilisateur, on a des endroits, des zones en fait qui sont difficilement accessibles pour valider. Au doigt. Ouais. Et là au stylet, du coup, c'est pratique. Surtout que le stylet, tu peux survoler l'écran à quelques millimètres en fait. Ouais. Et cliquer après avec le bouton normalement, il me semble. Non. Non, t'as pas essayé? Non, tu cliques pas avec le bouton. Il faut vraiment appuyer. D'accord. Le bouton, il Mais au moins le stylet, tu peux vraiment aller le glisser dans la petite zone à côté du stabi, là où ton doigt a du mal à y aller, quoi. Ouais, c'est clair. Ça, j'ai trouvé pas mal. Ok. Ensuite, le niveau photo, où là j'utilise beaucoup plus. C'est peu de le dire. Ouais. C'est vrai que j'ai choisi aussi les Samsung parce qu'ils ont un bon rendu photo. Oui, clairement, ils sont quand même très très bien placés sur le sujet. Voilà, ce téléphone a une note de 107 sur le site de DxO. Juste pour la partie photo. Ouais. Parce qu'après, la vidéo lui fait perdre un petit peu et il retombe sur une moyenne qui est un peu moins bonne. 107 points, c'est vraiment beaucoup. Donc là, il est équipé d'un double capteur photo à 12 millions de pixels, dont un avec une ouverture variable. Donc il va ouvrir au maximum à f1.5 quand on va être en basse lumière pour essayer d'avoir plus de lumière et éviter les flous de bouger. Et quand on va être dans des environnements un peu plus lumineux, il va se mettre à 2.4 pour avoir un meilleur piqué, une meilleure qualité d'image et éviter la surexposition du 1.5. C'est ça, après le téléphone gère ça assez bien en plus. Ouais. C'est vrai que c'est assez marrant de voir cet obturateur là. Enfin non, c'est pas un obturateur, c'est un diaphragme. Il faut que j'utilise les bons termes quand même. Sur une chaîne qui a vocation à parler aussi de photos. J'ai pas trop l'occasion de voir, mais il faudrait que. Mais c'est vrai que le diaph, effectivement, là on le voit se refermer et c'est assez exclusif sur un téléphone. Pour l'instant, je crois qu'il y a que Samsung qui propose du diaph physique comme ça sur un téléphone. À ma connaissance, en tout cas, je crois qu'il n'y en a pas qui le font encore. Je vais pas trop regarder les autres. Après, donc, tu as un zoom optique 2x grâce à cette double focale, justement. Oui, voilà. Parce qu'il y en a un qui est un téléobjectif, en fait. Ça doit être à peu près ça. Donc, il sert aussi pour certains modes photo. Ça va lui permettre de définir un peu la profondeur de champ pour faire les effets de bokeh, de flou d'arrière-plan. C'est ça, pour prendre des portraits, par exemple. Après, en mode photo, le mode automatique, ils ont énormément simplifié le système par rapport à mon S7 en tout cas. Et puis ils ont mis des coups d'intelligence artificielle dedans en plus qui t'aident en te disant déjà ce que tu es en train de prendre et en faisant les réglages en fonction de ce que tu prends en photo. C'est ça, il va y avoir des réglages un peu automatiques. Sur le S7, on choisissait, on avait le mode auto, mais on pouvait dire voilà, c'est le mode nourriture, le mode animaux, le mode sportif, tout ça. Et là, en fonction de ce que tu es en train de prendre en photo, il te met un petit logo qui te dit bah là, je sais que c'est un chien que tu es en train de prendre, donc j'adapte mes réglages pour que ça fasse bien avec un chien. J'ai reconnu un animal, j'ai reconnu un paysage, j'ai reconnu un coucher de soleil en contre-plongée, en contre-jour. Là-dessus, il se débrouille assez bien. Ensuite, il y a toujours le mode panorama que j'apprécie énormément. Parce qu'il est très bon.
Voilà. Déjà, quand on avait comparé le OnePlus à la 99 et à ton S7, on avait vu que les clichés étaient de bien meilleure qualité. Et là, effectivement, les panoramas sont très très bons, encore une fois. Ouais, à la volée, il fait toujours un truc super chouette. On sent qu'il y a un très bon savoir-faire en termes d'imagerie chez Samsung. Et que au niveau des modes comme ça de fusion, etc., c'est très très bien géré. C'est ça. Après, il y a un petit mode emoji AR, ils ont appelé ça. Ça. En gros, ça pour moi c'est clairement du gadget. Ah oui, ça c'est du gadget. Et totalement useless. C'est un peu de la copie de Apple, il me semble. C'est ça. Voilà, il va nous prendre le visage, donc sans les lunettes, tout ça. Il va nous faire notre avatar en 3D. Et ensuite, dans ce mode-là, en fait, il est capable de reproduire à peu près les mimiques qu'on fait. C'est ça. Ouais, ça peut être pour utiliser en conversation sur Messenger. Non, mais ça, clairement, pour moi, c'est juste pour pouvoir avoir. En gros, Apple avait une fonction qui faisait ça. Donc, ils l'ont mise juste pour pas qu'on puisse dire ah bah oui, mais Apple, ils font ça et vous non. Mais franchement, ça reste tellement inutile que. Enfin bon. Je l'ai pas trouvé de plus d'utilité que ça. Et puis pour l'IA, au niveau de la reconnaissance de paysage et tout ça, alors oui, il me l'affiche. Par contre, j'ai pas trop vu la différence, à part quand on est sur le site et qu'il nous montre le avant-après. Mais c'est vrai que là, nous, on n'a pas été capable de déterminer l'apport de l'IA dans les réglages qui faisait qu'elle choisissait ou pas des réglages différents. En fait. C'est ça. Voilà. Et puis, il a toujours l'autofocus Dual Pixel. Très rapide, très efficace. Depuis le S7, en fait. Et, tu m'as montré aussi le panorama selfie. Oui. Et ça, franchement, c'est super sympa, je trouve. C'est super sympa. Pour vous expliquer, ça a dû déjà vous arriver quand vous n'avez pas de perche à selfie, vous êtes 3-4 potes à vouloir vous prendre en selfie, vous mettez comme ça, il y en a toujours un qui a la gueule coupée, qui est pas bien dans l'image. Bah là, en fait, quand vous déclenchez le selfie, j'ai vu Aurélien après décaler le téléphone comme ça latéralement. Comme un panorama. Voilà, et en fait, il vous fait un panorama pour le selfie. Et là, ce qui est encore très impressionnant, c'est que déjà sur un panorama normal, quand les choses sont loin, c'est déjà assez technique de réussir à merger toutes les images comme il faut. Mais là, vous êtes vraiment très près, donc la rotation angulaire en fait que ça se déplace très vite. Et malgré tout, ça arrive à vous faire un truc super propre où il n'y a pas de visage coupé, déformé par le truc. Non. C'est assez impressionnant et c'est une super bonne idée parce que sans avoir un très grand angle au niveau de la lentille frontale, vous arrivez à capturer un groupe de personnes en selfie. Ou si vous voulez mettre un peu de l'environnement qui est derrière vous, autour de vous dans le selfie, ça se fait super bien et super facilement. Et je trouve que là, ça c'est une bonne idée. Ça pour le coup, c'est une très très bonne idée. C'est vrai qu'on n'a pas besoin d'avoir forcément aussi le téléphone à bout de bras. C'est ça, ou d'utiliser la perche ou quoi que ce soit. Et puis ça permet vraiment d'agrandir vraiment encore l'angle sans l'agrandir en hauteur parce que quand on s'éloigne, après on est tout petit. Et là, si on veut juste donner un peu de notion d'environnement de ce qu'on a derrière ou quoi, c'est hyper facile à faire en fait. Ça, c'est très, Donc voilà, ça franchement, pour moi c'est vraiment sympa. C'est ça, exactement. Ça, c'était pas mal. Et puis après, on va un petit passage aussi au niveau vidéo. Donc là, c'est pareil, ils se débrouillent très bien. Sur DxO, ils ont 94 points, ce qui est quand même très bon. Ce qui est quand même très bon. La petite nouveauté, il me semble, par rapport au S9, c'est que là, il fait de la 4K à 60 images secondes aussi. Ouais. Donc ce qui peut être intéressant pour certains. Surtout que sa 4K est pas mauvaise. Ouais. Malgré la petitesse des capteurs, on a quelque chose qui est plus que correct. Ouais, et qui peut enregistrer en HEVC. Aussi, ce qui permet de prendre moins de place. HEVC, bref. High Efficiency codec vidéo. 5 en gros, quoi. Vidéo codec, ouais. Et ce qui permet de quand même d'enregistrer des vidéos de grande qualité en 4K, mais sans que ça prenne trop de place. Ouais, c'est ça, en compressant un peu plus l'image. Donc là, pareil, je vous invite à aller voir la vidéo aussi que j'avais faite sur le codage des images en numérique, et puis aussi, je vais vous la mettre aussi en description. La vidéo qui vous montrait la différence de poids en fait et pourquoi il valait mieux encoder ces vidéos en H265, donc le fameux HEVC, plutôt qu'en H264. Après, au niveau des modes vidéo, on retrouve le Full HD, 30 images, 60 images secondes, tout ça. La petite nouveauté depuis le S9, c'est le ralenti à 960 images secondes. Donc on a fait un test aussi qui était plutôt convaincant. Vous devez être en train de voir les images normalement si j'ai bien fait mon taf au montage. Et donc la différence avec le ralenti normal à 240 images secondes, c'est qu'on n'a pas le choix de remonter l'image, c'est ça. La vidéo. Là sur l'image on a
un cadre en fait que je peux déplacer dans l'image, mais en gros, dès qu'il va y avoir un mouvement dans cette image, le super ralenti va se déclencher automatiquement d'une durée de à peu près 1 seconde, je crois. Voilà. Mais donc en fait, le truc c'est que sur le 240 images secondes, vous avez vraiment la main, c'est-à-dire qu'il vous enregistre tout en 240 images par seconde. Et après, vous allez déterminer, c'est là que tu commences à ralentir pour aller en 10 fois moins vite. C'est là que tu vas repartir à la vitesse normale. Ouais. Alors que là, effectivement, en fait, ça détecte la zone. Quand il y a du mouvement dans cette zone, ça le déclenche. Et c'est à vous de bien cadrer pour que le truc que vous vouliez mettre au ralenti passe au bon moment dans la bonne zone. Donc c'est un petit peu plus contraignant. Ça aurait été vraiment idéal, mais je pense que au niveau performance, après, c'était compliqué en termes de buffer. Gestion de mémoire. C'est ça. Parce que 960 images par seconde, ça doit vite remplir pas mal de choses quand même si c'est du 720p. Et donc, en fait, ils ont mis cette astuce-là pour que vous puissiez le faire. Mais donc, c'est un peu plus contraignant parce que si vous cadrez pas nickel et que l'objet que vous aviez prévu de mettre au ralenti, en fait, passe pas pile poil là où vous aviez prévu dans votre cadrage, il va falloir refaire votre prise, quoi. Donc, il faut quand même avoir conscience de la limitation du 960 images par seconde, quand même beaucoup moins souple que celui à 240. Voilà. Après, il y a deux modes. En gros, on a mode automatique et manuel où on déclenche nous-mêmes le ralenti et prise unique, donc un ralenti, ou prise multiple où on peut enchaîner les ralentis. Mais voilà, il faut quand même un peu plus se préparer qu'un ralenti, on va dire normal. Oui, parce que le ralenti normal, tu peux filmer tout simplement en 240 images secondes et puis à la fin dire voilà, je mets mon ralenti là, hop, il démarre là, il finit là. C'est ça. Et t'es pas obligé de te concentrer sur ton ralenti, quoi. C'est ça, voilà. Et du coup aussi, on va parler un petit peu de la partie audio du téléphone. J'ai découvert qu'il y avait un mode Dolby Atmos. Ouais. Donc un peu avec surprise et c'est de la merde, quoi. Pour moi, c'est du bullshit. Bon. Non, mais effectivement, Aurélien est beaucoup plus partagé que moi. Disons qu'on entend une différence quand on a une vidéo en 5 points ou plus entre, quand il est désactivé ou pas, on a un son qui est moins plat. Voilà. Mais pour moi, ça se fait au détriment de la qualité du son, dans le sens où on a un peu l'impression que c'est le mode Hall des equalizers de l'époque quand on avait nos lecteurs MP3 sur nos ordinateurs, où ça rajoute un peu d'écho, un peu de réverbération en fait pour donner une impression de spatialisation. Sauf que de toute façon, faut pas se leurrer, le son il vient toujours d'en face. Il n'y a pas ce qu'il faut pour faire de la réverb autour de soi ou quoi que ce soit pour vous faire venir le son de derrière ou du dessus. C'est ça. Donc l'Atmos, je veux dire, le but à la base, c'est quand même d'avoir de la spatialisation verticale. J'ai d'ailleurs hâte de finir ma salle de cinéma pour ça. Mais voilà, clairement, là, c'est tout sauf de l'Atmos en fait. Et moi qui ai un profond respect pour le travail de Dolby, je veux dire, le Dolby Vision en termes de travail de la couleur, etc., c'est juste un truc de fou. Le Dolby Atmos en lui-même, c'est quand même un truc qui est assez incroyable. Ça me gêne en fait qu'il fasse entre guillemets du marketing pur et au détriment de la qualité. Ça. Et surtout, c'est en fait là, il me semble pas avoir trouvé ça ne nous explique pas quelles sont les conditions pour bien en profiter. Surtout. C'est ça. C'est vrai qu'on ne sait pas s'il faut le tenir dans ses mains pour que ça fasse de la réverb derrière et que ça puisse spatialiser un peu, si c'est posé sur un dock, si c'est... Ça a dû être prévu d'une certaine manière et c'est vrai que ça m'aurait presque mérité à la première activation d'avoir un mini tuto qui te dit pour essayer d'en profiter au mieux, c'est comme ça. J'ai pas souvenir. Mais pour moi, de toute façon, ça sert à rien. Parce que à partir du moment où vous voulez de l'Atmos et où vous avez juste 2 enceintes, il faut oublier. Même les barres de son qui arrivent à vous faire de l'Atmos, c'est parce qu'elles ont 15 millions d'enceintes et de 15 millions de sorties son en fait à l'intérieur pour qu'il y en ait qui crachent sur les côtés, qui crachent devant, qui crachent en haut et que la réverbération sur les murs vous donne une impression de spatialisation. Sur le moment où vous avez de toute façon que 2 sorties audio pour du stéréo à la base, vous pourrez faire tout ce que vous voulez comme artifice, vous n'aurez pas une spatialisation en 3D, c'est pas possible. C'est plus compliqué, surtout quelque chose d'extérieur sur des haut-parleurs, c'est une autre histoire. Donc voilà. Sur des écouteurs. Par contre, très bon point pour moi, c'est que il est compatible LDAC. Et oui, moi j'ai une enceinte Sony et sur la petite appli, ça marque compatible LDAC. Voilà. Je t'enverrai un screen d'ailleurs. C'est ça. Donc pour moi, ce qui est vraiment bien avec ça, pour le coup, c'est que le LDAC, ça reste le meilleur codec pour de l'audio sans fil. Voilà. Et vous m'entendez régulièrement parler de trucs Bluetooth sur la chaîne, quand je teste des enceintes, des casques ou des choses comme ça. Et à chaque fois que je vous dis que je reste, moi, un amoureux du filaire quand même, parce que pour l'instant, en termes de qualité, quand on a le fil, on a quand même quelque chose de beaucoup plus propre, de beaucoup plus clair. Et quand on a des bons fichiers en source, en fait, on peut quand même percevoir la différence quand on a un peu éduqué son oreille.
Là, clairement, avec du LDAC, on commence à se rapprocher de quelque chose de très propre. Voilà, mais c'est Sony. Voilà, et c'est pour ça que j'étais surpris que ça soit sur le N9, sur le Note 9, si. parce que effectivement, normalement, c'est un codec Sony qui était que sur les Xperia pour l'instant. Non. Mais maintenant, il commence à être justement sur d'autres smartphones. Il commence à y avoir des casques ou des enceintes qui sont compatibles LDAC, alors que c'est pas fabriqué par Sony. Donc on sent que ça commence à prendre un petit peu. Et si vous êtes un peu un amoureux du son, mais que vous voulez pas vous emmerder avec des câbles dans tous les sens, le LDAC commence à apporter une alternative qui est quand même pas mal. Si vous avez des connexions Bluetooth à faire, le Bluetooth LDAC est quand même très bon. Après, force est de constater sur les tests qui ont été faits quand même sur le LDAC, je dérive un tout petit peu, mais voilà, vas-y. c'est que la qualité de son n'est pas encore tout à fait égale tout le temps en fonction du type de musique. Il y a des fois où ça marche vraiment très très bien et où la qualité est au top. Et il y a des fois où on sent que l'algo a un petit peu pédalé dans la semoule et où ça dénature un petit peu le son et on ne sait pas trop pourquoi. Mais bon, pour le coup, vu comment Sony sont très 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 bons sur tout ce qui est traitement du signal au sens large, j'ai pas trop peur. Je pense qu'ils vont corriger tout ça et que le LDAC va se peaufiner dans les années qui viennent. Surtout si tout le monde commence à l'utiliser, ils vont faire ce qu'il faut pour que l'algo fonctionne bien et que ça soit vraiment au top tout le temps, quoi. Voilà. Et ça, pour le coup, pour moi, c'était une vraie bonne surprise. Et là, autant pour l'Atmos, je suis vraiment pas convaincu de l'intérêt et pour moi ça sert à rien. En tout cas sur un téléphone, autant pour moi le LDAC c'est vraiment quelque chose qui devrait être déjà beaucoup plus développé parce que c'est pour moi un incontournable et presque une nécessité pour vos oreilles. Ouais, après il y a peut-être si les autres marques, il y a une licence à payer, j'imagine. Tout à fait, Sony bien sûr. va se gaver bien là-dessus. Alors après je connais pas les prix et je pense que personne ne les connaît dans le grand public parce que c'est des trucs qui sont un peu secrets, des affaires, tout ça. Voilà. Mais oui, je pense qu'effectivement ça doit pas être donné. Ouais. Après on peut peut-être se dire aussi qu'ils demandent peut-être pas trop cher justement pour que le standard essaye d'être adopté. Parce que si ils demandent je sais pas combien de centaines de milliers ou de millions d'euros pour licencier un produit mainstream comme un téléphone haut de gamme comme ça, c'est pas le bon moyen pour que ce soit adopté non plus. Donc est-ce que c'est si cher que ça pour l'instant? J'en suis pas tout à fait sûr quand même. Voilà. Donc en tout cas, tu es très content de cet achat. C'est ça. Donc c'est généralement, de toute façon, relativement content de tes achats parce que tu les réfléchis un minimum avant. Voilà, et c'est même plus une location qu'un achat. Oui, exact. Pour ma part, c'est une location, donc je n'ai pas payé 1000 euros. Voilà. J'ai eu, sur le shop de Samsung. Ensuite, suivant les options qu'on prend, on est entre 24, 26 euros et on peut monter à 40 euros par mois suivant les assurances. Moi, j'ai une assurance anti-casse. Ouais, il y a aussi une autre assurance, à voir, mais en fait, sans assurance, il coûte moins cher sur 2 ans qu'un achat neuf. Ouais, ok. Et puis, l'intérêt, c'est qu'au bout de 4 mois, je peux réellement changer de téléphone, repartir sur un autre engagement. Oui, c'est ça. S'ils sortent entre-temps le S10, par exemple, tu peux passer sur un S10 Plus à la place et changer comme ça, quoi. C'est ça. Ils nous envoient le téléphone, on fait notre changement avec leur appli Switch qui est super bien foutu à ce niveau-là. Et on renvoie le téléphone. Et donc clairement, c'est comme quand on a une voiture en LOA, en gros, ça n'a de réel intérêt que si on veut rester régulièrement avec des nouveaux modèles. C'est ça. Si on veut être à la fin propriétaire de son objet et le garder sur le long terme, l'emmener jusqu'au bout, c'est rarement des bonnes solutions. Là, si on ne prend pas trop d'assurance, au final, il coûte moins cher sur 2 ans. Et puis surtout, ça fait pas des grosses sommes dépensées d'un coup. Il y a ça aussi. Oui, c'est ça, ça t'évite de sortir un billet de 1000 tout de suite, quoi. Il faut pouvoir le sortir. Hein. Ouais. Bon, après. Donc voilà, non, mais très content. Par principe, moi je considère que mettre 1000 balles dans un téléphone, c'est de la connerie. Donc voilà. J'ai pas mis 1000 euros. Oui, voilà, non, mais le mettre sur 24 mois ou en one shot, je considère quand même que c'est pas. Ça devient trop exorbitant pour ce qu'on en fait. Mais c'est vrai que là, le dernier iPhone. Non, mais c'est ça. Autant un Galaxy Note 9 encore. Ou d'autres modèles très haut de gamme, quand on est un professionnel qu'on utilise avec la fonction stylet pour dessiner, pour gagner du temps dans des transports en commun par exemple, pour bosser ses croquis, faire des maquettes pour gagner du temps après, en pré-production, des choses comme ça, ça reste un outil de travail et les 1000 euros ou les 1200 euros ils sont justifiés. Mais quand je vois le nombre de gens qui vont s'acheter un iPhone 6 Plus ou un Galaxy Note 9
pour jouer à Candy Crush et prendre Fortnite. 4 photos quand ils sont, voilà, ou à Fortnite, ou prendre 4 photos quand ils sont en soirée, ben, clairement, je trouve que c'est, voilà, c'est prendre un char d'assaut pour aller chasser une mouche, quoi, et c'est complètement inutile à mon sens. Après, il y a des personnes qui peuvent se le permettre, il y en a d'autres qui peuvent moins se le permettre. Bien sûr. Et puis qui le font quand même. Bon, là, ouais, et puis, mais t'as aussi des personnes qui, même si elles peuvent se le permettre, en fait, ça reste un achat totalement irraisonné par rapport aux besoins. Oui. Et voilà, quelqu'un qui met 10 000 balles dans un ordinateur parce qu'il va faire des rendus 3D de fou et que l'ordinateur va tourner 15 heures par jour en calcul, ça va pas me choquer. Quelqu'un qui va s'acheter un ordinateur à 5 ou 6 000 balles pour faire du traitement de texte et aller sur Facebook, voilà, bah là c'est un peu le même effet que ça me fait en fait. Prendre une Ferrari pour aller à l'école. C'est ça, exactement. Et la Ferrari c'est très bien si on veut tourner sur circuit pendant 10 heures et avoir une voiture qui roule toujours à la fin. Ouais, pour aller acheter la baguette de pain, bah ouais, les 30 litres au 100 ils sont bien gentils, mais ça fait cher la baguette quoi. Bah voilà, moi je trouve qu'aujourd'hui on est un petit peu trop dans la surenchère quand même. Et que sur les modèles haut de gamme, bah clairement, on connaît mon franc-parler à force, hein, pour ceux qui nous regardent, bah voilà, les marques se touchent quoi. Franchement. Après là, Samsung commence à changer un peu change son fusil d'épaule, non, mais va commencer à sortir des features sur des téléphones milieu de gamme, oui, comme sur les prochains A7. Oui, quand on regarde les gammes A justement, effectivement, on a des gammes A maintenant qui sont des très bons rapports qualité-prix. Ouais. Mais c'est pour ça que je suis de plus en plus dubitatif sur l'intérêt des hauts de gamme en fait. Parce que je trouve que l'écart de qualité par rapport à l'écart de prix se justifie de moins en moins. Par rapport aux usages que les gens en font, en tout cas dans leur majorité, quoi. Après, c'est sûr que si effectivement le but c'est par exemple de partir ultra léger en voyage et de ramener quand même des belles photos, des belles vidéos, bah oui, claquer 1000 balles dans un téléphone parce que c'est le meilleur photophone du moment et que ça permet quand même d'avoir un minimum de qualité d'image quand on revient parce qu'on n'emmènera que ça. Une sacrée autonomie. Dans ce cas-là, c'est légitime. Par contre, voilà, si on sait qu'on va partir avec un appareil photo à côté, etc., ou quoi, c'est peut-être pas nécessaire. Bah, c'est pas nécessaire, voilà. Ou si c'est pour faire des photos, voilà, 3 selfies entre copains dans une soirée. Franchement, on s'en contrefout que la photo elle soit de qualité ou pas. Ce qui compte, c'est le sentiment qu'elle va dégager et qu'elle soit super qualitative ou pas. On aura le même sentiment en repensant à la soirée. De toute façon, pour être crop sur Facebook. C'est ça, exactement. Non mais voilà. 2 millions de pixels. Donc même si ça a dérivé un petit peu, voilà, je tenais quand même à faire un petit peu aussi quand même ce discours. Réfléchissez quand même un minimum à vos achats. Parce que, bah voilà, mettre 1000 balles dans un téléphone, il y a peut-être plein d'autres choses que vous pourriez faire et vous n'avez peut-être pas besoin d'un téléphone aussi cher. Après, voilà, si ça vous fait plaisir, ça se discute pas. Si vous avez envie, ça se discute pas non plus. Mais il y a certaines fois où il faut peut-être avoir un petit peu de rationalisation dans... Attendre encore un petit peu. Là, apparemment, il y a eu des promos à 700 €. Ouais, non, mais c'est ça. En plus, ça baisse très vite chez Android. Donc, ouais, il y a souvent des offres et tout ça. Mais c'est vrai que ça reste un très bon téléphone. Ah non, ça reste un excellent produit, ça. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et même si... pour certains, ça ne sera pas un achat immédiat, ça peut être un très bon achat dans le futur quand son prix sera plus abordable. Voilà. Bon, je pense qu'on a tout dit, hein, on a quand même bien fait le tour. Parce qu'en plus, j'ai digressé alors que je voulais une vidéo courte, c'est parfait. Le mec trop cohérent. Exactement. Donc en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation. Continuez de regarder des vidéos sur YouTube et de rester curieux, bien évidemment. Comme d'habitude, vous connaissez le principe, hein, le clap, le commenter, liker, vous abonner et partager. Éventuellement faire un petit tour sur Tipeee. Et puis, pour les prochaines vidéos, on se retrouvera peut-être encore avec Aurélien, qui est quand même amené à revenir sur la chaîne régulièrement en fonction des envies et des opportunités. C'est ça, des achats. Voilà. Et puis, salut à tous. Bye bye. Salut.